Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Bienvenue dans ce webinaire qui est proposé par Valrhona et Esker en collaboration avec Agora Media et l'Agora des directeurs de l'expérience client. Alors le thème Valrhona, impact de la solution de digitalisation des commandes clients sur la performance économique de l'entreprise. Vous êtes directeur service client ADV ou encore expérience client de grands groupes en quête de réponses pour optimiser vos processus et satisfaire vos clients internes et externes. Vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez, non seulement avec notre débat durant les 45 premières minutes, mais aussi durant les 15 dernières minutes qui vous seront dédiées pour poser vos questions via l'application qui est à votre disposition sur votre connexion. Alors rien de mieux que le retour d'expérience d'entreprises qui ont déjà franchi cette étape avec la mise en place de la digitalisation par commande client pour vous partager les tenants et les aboutissants d'un tel projet, et c'est le cas du groupe Valrhona qui souhaite gagner en efficacité dans le temps de traitement, permettre aux services clients de se concentrer bien évidemment sur des tâches à forte valeur ajoutée et améliorer la satisfaction client, ainsi que renforcer la collaboration interservices. Alors, pour débattre de ça, eh bien, nos invités sont Christine Sandes. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes responsable des projets Opération Valrhona FSP, groupe Savencia. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit sur le périmètre, l'activité, quelques chiffres ? Alors, à l'heure actuelle, donc, je suis responsable des projets, comme vous le disiez, des projets transverses qui impactent tout le groupe Valrhona dans le sein de ses opérations. Et le projet Esker a été mené avec le service client. À l'époque, j'étais responsable du service client export, donc touché également à ce titre-là. Oui. Et que vous dire que ça a été un projet qui a été extrêmement nourrissant et que nous avons pu déployer en tout cas sur plusieurs sites. En termes de chiffres, bien, le service client a approximativement 20 000 clients sur le direct, donc des boulangers, des pâtissiers. Okay. Et nous avons 280 distributeurs sur l'export qui, eux, redistribuent les produits Valrhona, donc du chocolat, de la fève de chocolat, qui est utilisée pour pâtisser. Très bien, ça donne faim. À vos côtés, Perrine Guironnet, vous êtes responsable des services clients Valrhona FSP. Également, si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité. Bien sûr, bonjour. Donc du coup, Perrine Guironnet, en charge donc, des services clients Valrhona FSP, puisqu'aujourd'hui Valrhona appartient au groupe Savencia. Et au sein du groupe Savencia, il y a plusieurs branches, dont la branche gourmet. Et pour lequel nous avons plusieurs entités et marques autour du monde de la gastronomie. C'est ce qu'on appelle FSP, Food Service Premium. Et donc aujourd'hui, en tant que service client, on adresse à nos clients B2B et B2C. Donc en B2B, ce sont le monde de la gastronomie, les chefs pâtissiers, les chefs d'hôtellerie-restauration. Et du coup, en tant que service client, voilà, toute la partie service client sur Valrhona et des différentes marques qu'on adresse aujourd'hui. Voilà, une équipe d'une cinquantaine de collaborateurs autour du service client et dédiée à la satisfaction client. Voilà. Ça met l'eau à la bouche, effectivement. On parle beaucoup de pâtisserie, alors je vais rajouter une petite cerise sur le gâteau, puisqu'on va découvrir en images Valrhona. Tout a commencé avec le cacao. Il y a plus de 100 ans, nous voulions offrir le meilleur du chocolat aux professionnels et aux gourmets. Et parce que le meilleur doit profiter à tous, nous avons engagé des pratiques plus responsables en préservant les savoir-faire. Nous avons écouté les chefs et les artisans et développé de nouvelles marques pour répondre à leurs besoins. Des marques issues de nouvelles filières agricoles justes et engagées, des marques qui facilitent leur travail et qui permettent de donner vie à leur création. Mais depuis quelques années, les défis s'accélèrent. Le changement climatique et les inégalités menacent nos filières et nos métiers. La profession peine à recruter et à attirer les talents. Les consommateurs sont inquiets pour leur santé. Nous avons conscience que la gastronomie doit être plus que jamais un levier majeur de transformation. Et c'est ensemble, grâce à la diversité de nos maisons, notre créativité, notre influence, que nous pourrons accélérer cette transformation. Ensemble,
nous mettons en œuvre les actions nécessaires pour protéger et régénérer nos ressources et nos écosystèmes. Nous changeons les règles du jeu pour défendre les producteurs et rendre l'industrie plus juste. Nous soutenons les professionnels pour pérenniser leurs activités et leur savoir-faire. Nous réinventons la recette du plaisir pour qu'elle soit compatible avec celle d'une bonne santé, en encourageant les créations gourmandes, raisonnées et responsables. Nous œuvrons au quotidien pour que la gastronomie profite à tous. Ensemble, donnons vie à une gastronomie juste, saine et durable. Donnons vie à la gastronomie de demain. Magnifique film de l'agence Dragon Rouge. Et pour compléter cette Dream Team sur ce plateau, pour Esker, Catherine Blondeau, Sales Manager. Alors vous aussi, vous allez nous parler un petit peu de votre activité, de votre périmètre. Absolument, ravie de partager avec Perrine et Christine ce débat. Alors, je suis effectivement Sales Manager Order to Cash chez Esker. Alors, qui est Esker? Esker est un éditeur de logiciels créé il y a une quarantaine d'années sur Lyon. Nous sommes leaders des processus de digitalisation et d'automatisation de la gestion fournisseur et à la fois client. Alors, on parle beaucoup de source to pay et d'order to cash. Donc, j'ai en charge plus précisément tout le flux de gestion order to cash. Très bien, parfait. Je m'attendais une suite dans la phrase, mais non, c'est parfait. Alors, on va découvrir les enjeux et les problématiques pour le service client. On regarde justement de vos métiers. Vous êtes donc toutes des spécialistes de la relation client. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les grands enjeux du service client auxquels doit répondre justement Valrhona ? Alors, on en distingue trois majeurs. Le premier, pour nous, qui nous tenait à cœur, donc c'est le thème d'aujourd'hui et le débat, c'est autour de la digitalisation du process d'order management, c'est-à-dire que l'acte de saisie de commande aujourd'hui dans nos services clients fait partie de la vie du service client. Ce n'est pas non plus l'acte le plus sympa en termes de valeur ajoutée pour nos collaborateurs. Donc l'idée, c'était de se dire comment on peut rentrer dans ces processus d'order to cash, de gestion de la commande, en essayant d'enlever les tâches à non-valeur ajoutée et de gagner en efficacité. Donc ça, c'était le premier enjeu. Un deuxième enjeu qu'on partage et qui nous tient à cœur à Valrhona et chez FSP, c'est la proximité client. Aujourd'hui, pour faire grandir nos clients, accroître la satisfaction client et les aider à accompagner et à développer leur propre croissance, on se doit d'être dans une relation de confiance avec nos clients. Et donc, pour ce faire, il y a besoin d'une certaine proximité avec nos clients, qu'on soit dans du B2B, dans du B2C, qu'on s'adresse à des clients en direct sur la France, l'Europe, mais aussi à l'export. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est notre grand mot, c'est comment on peut coucouner nos clients, comment on peut rassurer nos clients et comment on peut être dans une relation de confiance et de proximité avec nos clients. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et enfin, aujourd'hui, on a la chance d'être dans une marque et des produits, un portefeuille de marque premium, et on veut avoir un service client premium à la hauteur de nos produits et de nos marques. Et donc, pour nous, l'idée, c'est d'avoir un service client vecteur de croissance et un vrai levier de différenciation pour nos clients. Donc, c'est comment on s'inscrit dans cette démarche d'innovation pour nos clients. Voilà, tout simplement. Mais j'imagine qu'il y a des enjeux agroalimentaires, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux liés justement au service client ? Oui, alors en fait, je rejoins ce que tu dis, Perrine. Il y a un vrai enjeu de satisfaction client, mais finalement, l'enjeu ultime n'est-il pas de quel est le rôle du service client pour accompagner la croissance pérenne et durable de l'entreprise plus largement, en fait. Et ça passe effectivement par la satisfaction client. Hein. Aujourd'hui, il faut qu'on soit que le service client soit très centrique sur le client, hein. Mais pas que. Il n'y a pas que le service, que le client qui est autour de qui fait partie de cet écosystème. En fait, chez Esker, on a une conviction forte, c'est qu'il ne peut pas y avoir de croissance durable sans écosystème vertueux. Alors, c'est quoi un écosystème vertueux? C'est un écosystème qui va permettre à chacune des parties prenantes de la relation de tirer bénéfice, entre guillemets, de cette croissance. Alors, ça va être
son client, notre client. On va essayer de l'accompagner en rendant plus fluide le traitement de ses commandes, en répondant plus rapidement à ses demandes, en l'accompagnant au quotidien pour créer une vraie relation, hein, se recentrer sur le client, créer un vrai lien avec lui pour avoir une relation de partenariat et non pas toujours être au-delà de la relation client-fournisseur finalement. Donc c'est une des composantes de l'écosystème, mais c'est aussi le collaborateur, hein, en apportant plus de confort de travail dans son quotidien, en lui dégageant du temps pour qu'il soit davantage centré sur son client et qu'il crée du lien, hein, davantage en interaction avec son client. On va apporter du confort à travers des outils pour qu'effectivement on lui capte toutes ces tâches qui sont sans vraiment valeur et qui font pas sens aujourd'hui, hein. Saisir, on en discutait tout à l'heure, hein, saisir une commande sur un ERP, finalement on peut faire autre chose, et c'est très chronophage. Et puis l'écosystème, il est aussi composé d'un environnement, et j'ai bien aimé cette introduction de Valrhona, hein, parce qu'il faut effectivement qu'on soit respectueux de notre environnement, et on a un rôle à jouer quant à la limitation du traitement des commandes à travers du papier, hein. La digitalisation peut aider à limiter notre empreinte carbone. Donc en fait, cet écosystème, il est important que chaque partie prenante en tire bénéfice, et ce qu'on peut appeler, ce que nous appelons chez Esker, la croissance à somme positive. Chacun tire parti de cet écosystème et tire de la valeur de cet écosystème. N'hésitez pas si vous vouliez rebondir sur ce propos. C'est joli mot, la croissance à valeur positive. Oui, non, mais on est tout à fait en accord, effectivement, et c'est bien, comme le fait Valrhona, comme le fait Esker, non seulement de prendre en considération l'environnement, mais aussi les employés, le bien-être de l'employé. Et réellement, c'est ce qu'on a constaté, nous aussi. Cette facilité du traitement de la commande permet de se concentrer sur des tâches bien plus intéressantes et qui, finalement, valorisent le métier. Et ça, c'est très important pour que les gens soient plus impliqués dans leur mission. Plus engagés, absolument. Ouais. Ça contribue à davantage d'engagement des collaborateurs. Avec les clients. Concernant l'enjeu de pilotage de l'activité et de détection des points d'amélioration, si on peut développer un petit peu là-dessus. Alors ça, c'est très important. Effectivement, aujourd'hui, quand on est comme Perrine et Christine à la tête de services clients, on a besoin d'indicateurs de performance. Ouais. On suit très probablement le taux d'erreur, le temps moyen de traitement, on suit le type de réclamation, et on pilote ça aussi à travers le monde, hein, puisqu'elles vont nous en dire plus, mais on a des KPI par BU aussi, et on peut comparer la façon dont sont traitées les demandes clients sur l'ensemble du périmètre worldwide que l'on couvre. Donc on a ces indicateurs qui permettent de mesurer la performance entre guillemets d'un service client et à terme la satisfaction du client, parce qu'effectivement un client pour lequel on n'a pas de taux d'erreur dans la prise de commande, on a un taux de SLA, on a un taux de traitement des demandes qui est conforme aux engagements de l'entreprise, tout ça contribue naturellement à la satisfaction de notre client, contribue à se différencier aussi. On parlait tout à l'heure comment se différencier de ses concurrents. C'est important d'apporter un service qui va être différenciant, et ça va se retrouver dans la façon dont on construit sa relation avec son client. Ça va se retrouver dans l'efficacité du traitement des commandes et dans la non-erreur, en fait, dans l'élimination des erreurs. Donc c'est des KPI que Valrhona suit au quotidien, j'imagine, et il est important d'avoir un tableau de bord pour un manager de service, et d'avoir en ligne
et en réel en fait, où en sont les commandes et d'avoir tout le cycle de la commande. Vous avez peut-être d'autres exemples de clients que vous traitez justement? Alors on accompagne naturellement de nombreux clients tant en France qu'à travers le monde, hein, et ce que l'on voit aujourd'hui, hein, c'est que concrètement en digitalisant son process de commande, on arrive à diviser au moins par 2 le temps de traitement. Chez certains de nos clients, on a réussi à diviser par 5 le temps de traitement. Oui, donc ça peut être, c'est vraiment un levier de performance de l'entreprise. Hein. On peut citer Heineken, on peut citer Danone. On a une multitude de clients, très grandes entreprises avec une aura mondiale ou plus petite PME. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que finalement, le service client devient vraiment un levier de performance de l'entreprise. On disait tout à l'heure qu'il permet d'accompagner la croissance, qu'elle soit organique ou externe de l'entreprise. Et il permet, à travers la création vraiment de liens avec ce client, et bien de faire aussi du cross-sell, hein, d'accompagner le commerce dans son rôle. Donc c'est vrai que le service client aujourd'hui est vraiment le maillon fort, hein, et un bras armé de l'entreprise à travers la satisfaction des clients. Il a gagné ses galons. Alors on l'a vu que ça, effectivement, il faut discerner d'abord, hein, le projet, c'est la priorité, et ensuite il faut le mettre en place, ce projet. Et c'est pour donc justement répondre à tous ces enjeux du service client que Valrhona s'est interrogé sur les moyens à mettre en place, notamment sur le processus de commande client. Christine et Perrine, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre organisation côté service client Valrhona avant l'automatisation et le contexte du projet? Oui, alors donc nous avons chez FSP plusieurs filiales. On a commencé chez Valrhona justement à se pencher sur la question de l'automatisation de la prise de commande à travers un OCR. Nous étions organisés de la façon suivante. Dans un premier temps, 2 services clients. Un service client plutôt orienté sur le direct, oui. Donc les clients pâtissiers, boulangers, Horeca. Et nous avions un autre service client qui était plus dédié à nos distributeurs à l'export. Donc 280 distributeurs à l'export sur 80 pays. La typologie des commandes est assez différente et le service client est assez différent également, puisque dans l'un des services, le direct, on a surtout des appels entrants, des mails également, mais c'est principalement quand même du direct en fait, donc du téléphone. Et sur l'indirect, plutôt des échanges par mail, avec donc des PDF, des grosses commandes qui prennent beaucoup de temps à traiter. Donc, voilà un peu la situation dans laquelle on était. Et on était également dans une situation où on avançait dans le groupe FSP à travers Valrhona et les autres marques que nous avons, Sosa, par exemple, chocolaterie, eh bien, nous avancions vers le multimarque. Le multimarque, ça implique forcément plus de références à traiter, plus de temps à dédier à la passation de commande. Le service client était donc un peu plus chargé à chaque fois. Et donc, on recherchait à gagner en efficacité pour pouvoir absorber l'arrivée du multimarque, mais également dédier un temps, comme parlait tout à l'heure Perrine du terme cocooning, dédier plus de temps à nos clients à faire du cross-selling. Comme tu le disais tout à l'heure, Catherine, si tu veux faire du cross-selling, il faut avoir du temps. En fait, à passer au téléphone, à échanger. Les chouchouter, exactement. Oui, c'est ça. C'est de l'humain, tout ça. Et finalement, on se rend compte que quand on est dans le rush, qu'on est pressé, qu'on est un peu stressé, on a moins de temps pour chouchouter. Et c'était notre ambition. L'autre ambition dont tu as parlé également tout à l'heure, c'est réduire les erreurs de saisie. C'est humain. Vous avez une page avec 150 lignes, toutes petites, qu'il faut rentrer manuellement, ligne après ligne. Pas pour moi. Il faut avoir des bons yeux, déjà. Et puis surtout, il ne faut pas se tromper de ligne. Enfin, les erreurs clients, les erreurs de saisie, pardon, c'est quelque chose que tout service client doit suivre. Et Esker, à travers cette automatisation, permet de limiter justement ce type d'erreur. Ouais.
Voilà, grosso modo, la genèse. Peut-être que Perrine, tu peux en dire un peu plus. C'est une équipe de combien de personnes? On a 25 collaborateurs chez Valrhona, mais on a également déployé l'outil dans des filiales, comme on vous le disait. Donc, en tout, on a une 50aine de collaborateurs qui utilisent à présent l'outil. En Espagne, aux États-Unis, au Japon et à Saint-Étienne. Très bien, allez les Verts. Ça vous fait plaisir. Voilà. Perrine. Du coup, oui, en termes de chiffres, donc effectivement, comme le disait Christine, et c'était aussi la chance d'avoir mené ce projet en duo, en fait, toutes les deux en tant que manager sur la partie service client direct et aussi export. C'est vrai que les volumes de commandes s'accéléraient et on se disait, bon, on peut pas, il faut qu'on trouve des solutions viables et en avance par rapport à nos concepts. Du coup, sur la partie directe, donc France-Europe, aujourd'hui, on adresse 100 000 commandes, c'est plus d'1 million de lignes qui sont saisies par nos équipes de commandes. Et sur la partie export, alors c'est d'autres rituels, on est sur des containers, c'est d'autres choses, c'est 8 000 commandes environ à l'année. Et donc rapidement, sur ce million de lignes et ces commandes à l'export, on s'est dit comment on peut adresser la chose. Donc sur la partie export, effectivement, l'ensemble des interactions se passe de manière écrite, par mail, etc. Donc c'était facilement un levier sur lequel on pouvait jouer. Voilà. Et sur les 1 million de lignes sur la partie directe, comme on le disait tout à l'heure, on est dans une relation très basée sur le téléphone, l'humain, etc. Mais il y avait quand même 20% des interactions qui étaient aujourd'hui faites de manière de passation de commande par écrit. Et on se disait, c'est sur 1 million de lignes, si on arrive à capitaliser sur 20% de ces lignes, ça peut être intéressant. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a construit rapidement notre ROI aussi, pour se dire comment rapidement on va avoir des gaps et comment on va pouvoir travailler sur cette partie-là. Et c'est là qu'un nouveau mot est rentré dans notre vocabulaire. Qu'est-ce qui est tesquérisable? Est-ce que la commande est tesquérisable ou pas? C'est pas encore rentré dans le Larousse. Peut-être, il y a quelque chose à faire. Et donc voilà, c'était en fait notre leitmotiv de ce projet-là sur la genèse du projet. Voilà. Je rappelle à nos amis qui nous regardent que vous pouvez poser des questions. On aura 10-15 minutes à l'issue de cet échange. Utilisez le chat pour ça. Alors justement, comment s'est déroulée la mise en place de ce projet d'automatisation des commandes? Eh bien, alors, on s'est rendu compte, comme le disait Perrine, avec l'arrivée du multimarque, il fallait qu'on gagne en efficacité. Et on s'est dit, voilà, quels sont les outils qu'on a à notre disposition? L'OCR, donc les outils de reconnaissance optique, semblaient être intéressants. C'est quelque chose qui était utilisé chez Valrhona au niveau de la comptabilité pour le traitement des factures. Oui. Donc, on a commencé un benchmark, déjà en interne chez Valrhona. On a vu que l'outil utilisé n'était pas forcément toujours optimal. En tout cas, les utilisateurs n'étaient pas franchement convaincus et donc pas convaincants. Et on a cherché dans le groupe Savencia. Et c'est là où on a rencontré du coup d'autres utilisateurs d'Esker. On s'est mis en contact avec des services clients qui l'avaient mis en place. Et le niveau de satisfaction était tel qu'on s'est dit, écoutez, allons-y, on part pour Esker. C'est ainsi qu'on a choisi la solution. C'était donc la première étape. Ensuite, Perrine et moi, on a quand même une vue d'ensemble sur les outils utilisés dans les autres filiales. Mais on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle SAP, qui a été déployé sur ces filiales-là également. Donc, tout de suite, on a pensé au projet de façon globale. Et c'est quelque chose qui était important parce que dans tout ce qu'on a pu ensuite travailler avec les équipes d'Esker, on avait toujours la global picture, l'ensemble des développements futurs à faire en tête, et ça nous a beaucoup aidé. Parce que lorsqu'on a commencé du coup à travailler avec Esker, les ateliers les workshops, les ateliers où on mettait les utilisateurs en face à Esker, on mettait aussi les process clairement sur la table pour savoir comment est-ce que l'outil pouvait s'intégrer et nous aider. On avait déjà en tête le fait que peut-être il y avait des spécificités au Japon qu'il faudra intégrer, peut-être il y avait des spécificités en Catalogne, en Espagne qu'il faudra intégrer également. Donc c'était intéressant dès la genèse, dès le moment où on a mis en place ces ateliers, de pouvoir le prendre en considération. Ensuite, après ces ateliers, ce qui est donc la deuxième étape, il y a toute l'étape de choix que nous devons faire en termes de priorisation, avec un système de points, de cartes qui est hyper intéressant. L'outil, c'est un outil Monday qui est utilisé chez Esker. Ouais. Et donc, c'est pertinent parce qu'on voit assez facilement
le coût, en quelque sorte, d'une spécificité, d'une customisation. Et on peut choisir, finalement, en tant qu'utilisateur, quelle est celle qui va avoir le meilleur ratio prix et efficacité ou bien simplicité pour l'utilisateur. Donc c'est un outil qui était vraiment très pratique, qui nous a permis de choisir les customisations qu'on voulait faire. Et bien ensuite, les développements se sont faits au fur et à mesure. On avait des rendez-vous avec l'équipe d'Esker pour s'assurer que c'était bien l'attendu et qu'on était bien dans les clous. Ensuite, on a eu une période de recettes. Donc, toutes les équipes ont testé dans un bac à sable. On a énormément travaillé pour s'assurer que ça correspondait bien à nos besoins. Ensuite, le go live. Et puis, pour nous, l'étape de déploiement a commencé. Et donc, on a construit nos outils de formation et on a pris notre petit bâton de pèlerin pour aller convaincre tous les autres services clients du groupe FSP, Food Service Premium, de rentrer dans cet outil-là. Et la meilleure façon de les convaincre, c'était de partager l'expérience de nos équipes, ce qui était certainement le plus efficace finalement. Catherine, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur Monday. Et sur la méthode. Alors Monday, effectivement, c'est un outil qu'on met en place dès lors qu'on a constitué l'équipe projet. C'est un outil qui permet, comme l'a dit Christine, lors des workshops, d'identifier les écarts par rapport aux standards Esker, de clarifier le montant et l'envergure des écarts, et puis de les prioriser finalement, de facilement mesurer quel va être l'impact de la mise en place de cette custo si on fait rien. Et ce qui est important, c'est que effectivement, lors des workshops, lorsqu'on analyse ces écarts, que les utilisateurs soient là, soient partie prenante, parce que c'est eux qui vont être en capacité de vraiment mesurer le ROI de telle ou telle carte, et du coup de prioriser ce qui doit être fait. C'était dur en tant que manager. C'était dur, mais c'était drôle aussi. C'est-à-dire que nous, on s'est appuyé sur nos key users au sein des services clients. Et en fait, c'était rigolo qu'eux-mêmes disent « Non, mais attends, ça coûte 2 points. Non, mais pour 2 points, il faut mieux qu'on prenne ça à la place. » Et ça permettait aussi de se responsabiliser. Et voilà. Donc, c'était vraiment... C'est une belle dynamique, c'est vraiment intéressant. Et ça crée vraiment une collégialité de la décision. Finalement, c'est plus ou moins... Voilà, on vote, entre guillemets, et du coup, il n'y a pas de surprise. C'est à la fin, comme tu dis, lorsqu'on donne aux key users les tests à réaliser, ils ne sont pas surpris de ne pas voir la carte apparaître et de voir la fonctionnalité qu'ils avaient choisie prioritairement. Donc ça, c'est vraiment un outil, et en plus qui crée vraiment une dynamique de groupe, et tout le monde est embarqué dans le projet. Absolument. Ça, c'est très important aussi. On en parlera peut-être sur la conduite du changement et comment enclencher le projet au sein de l'entreprise. Mais peut-être que je voulais dire aussi, au-delà de Monday, c'est que la particularité du projet Valrhona, c'est que, comme on accompagne des entreprises d'envergure internationale, en général, il y a différents rollouts. Tous les pays ne vont pas démarrer en même temps. Donc, on va commencer des pilotes, et après, on va embarquer différents pays ou différentes régions. Et bien souvent, on crée un corps modèle, donc notre socle, et ensuite on va, sur la base de ce corps modèle, déployer les différents pays avec certaines custos, mais on se base sur ce corps modèle. La spécificité avec Valrhona, c'est que finalement, vous avez été actrice des rollouts, et vous avez été en fait aux manettes des rollouts, en toute autonomie. Oui. Esker, en général, accompagne ses clients dans les différents rollouts, même si on s'est basé sur notre corps modèle. Et là, la spécificité chez vous, ça a été d'être complètement autonome dans la mise en œuvre des différents pays, des différents rollouts. En fait, c'est lié au fait qu'on avait effectivement, dès la genèse du projet, imaginé la chose de façon globale,
Et on avait essayé autant que possible de rester dans le corps modèle. Parce que dès qu'on commence à rajouter des spécificités, le problème c'est que ça ne convient pas à tout le monde. Donc en restant dans le corps modèle, c'est beaucoup plus facile de déployer. Et on avait une bonne connaissance globalement de comment ça fonctionnait dans les autres filiales. Donc ça nous a permis de visualiser là où on voulait aller. Je pense que c'est ça l'élément clé en fait qui nous a permis d'être autonome sur le développement. La seule spécificité où on a eu besoin de l'aide d'Esker, c'est pour le Japon, qui avait un mode de fonctionnement un peu différent. Et là, il a fallu développer des spécificités par rapport à l'attente spécifique du service client Japon. J'imagine que chaque pays, effectivement, fonctionne parfois un petit peu différemment et qu'il faut ajuster. Voilà. Alors, des fois, on arrive à faire rentrer, et des fois, ça ne rentre pas. Donc, quand ça ne rentre pas, il faut adapter. Contourner. Et au Japon, culturellement parlant, c'est toujours mieux de s'adapter à la culture japonaise si on veut réussir à pénétrer le marché. Et ce qui était important justement pour le projet japonais, c'est que Esker est implanté dans plus de 15 filiales à travers le monde, sur les 5 continents. Et on se rend compte effectivement que culturellement, il y a besoin d'un accompagnement local, que les équipes de dev soient en local. Alors déjà rien que pour les histoires de décalage horaire, hein, parce que quand on parle au Japon, on est en vrai décalage, mais également de décalage culturel. Donc c'est important d'avoir, nous, en local, des équipes de consulting qui vont être en capacité de parler avec les équipes Valrhona locales pour déployer la solution au mieux et au plus près des attentes des users. C'était l'une des exigences du Japon, Ouais. d'avoir un service local qui puisse répondre aux attentes, parce qu'ils avaient l'expérience justement d'autres outils qui avaient été mis en place depuis le central, et ils n'avaient pas forcément le support adapté. Donc c'était une exigence, avoir un outil bien entendu en japonais. Donc c'était le plus d'Esker. C'est plus facile pour eux. Ils auraient pu prendre en anglais. Bien sûr. Mais évidemment, il y a une simplicité dans l'avoir dans sa propre langue. Et puis le service après-vente, un problème technique, un problème d'incompréhension, on a quelqu'un en local qui répond directement à un appel. Je sens qu'il y a déjà beaucoup de questions. En fait, je le sais parce qu'on me le dit dans l'oreillette. C'est d'ici un petit quart d'heure. Catherine, justement, chez Esker, vous qui déployez des projets pour des clients avec des besoins qui sont souvent bien différents, quelles étaient les spécificités de ce projet chez Valrhona ? Alors c'est vraiment ça, le côté autonome des rollouts, mis à part effectivement le Japon, parce qu'on vient de le dire, il y a des spécificités culturelles qui ont nécessité un accompagnement spécifique. Mais vraiment, ça c'est une force aussi de la solution, parce que elle est relativement user-friendly. Hein, toutes nos solutions sont conçues, je ne l'ai pas dit en préambule, mais nous, chez Esker, sur nos 1000 collaborateurs, on a plus de 250 collaborateurs qui sont vraiment dédiés à la R&D et qui travaillent au quotidien pour créer des solutions proches, faciles d'utilisation, intuitives et qui rendent vraiment la vie facile, qui rendent la vie des utilisateurs simple et des utilisateurs finaux, mais pas que, également des équipes d'implémentation. Et on le voit à travers donc le cas Valrhona, c'est que rares sont les outils pour lesquels on peut imaginer un déploiement, un rollout en toute autonomie, sans appui particulier de l'éditeur. Donc ça, c'était vraiment une spécificité, même si, encore une fois, on travaille beaucoup sur des organisations mondiales et on construit en général ces corps modèles, hein, mais il est rare que les déploiements soient possibles en toute autonomie, ce qui était vraiment la spécificité de Valrhona. La spécificité, c'était aussi qu'il y avait relativement peu de RP distincts. Hein. On avait un seul SAP, un seul ERP, ça aide beaucoup, même si Esker est interconnectable à multiples ERP. Hein. On a une connectivity suite qui nous permet de se brancher très facilement à tous les ERP du marché. Mais ça, c'était aussi une spécificité, ce qui est assez rare parce que effectivement, aujourd'hui, le monde bouge, les entreprises
entreprises évoluent, sont rachetées, il y a des fusions, des acquisitions, et bien souvent, on se retrouve avec une cinquantaine de RP, mais c'est possible, puisqu'on le fait au quotidien. C'est un petit peu, Catherine, parce qu'il nous reste 15 minutes, on a 2 points très importants à développer, et on n'a pas fini celui-là. Justement, pourquoi avoir choisi Esker? Pourquoi on a choisi Esker? Alors, parce que c'était bien, très bien. Parce que c'était bien, suivant. Ce qu'on a dit déjà plusieurs fois, c'est qu'on a eu la chance de pouvoir faire un benchmark au sein de notre propre groupe, au sein de Savencia, où on s'est dit, go, c'est bon, tout le monde est satisfait, il y a des projets de réextension sur d'autres filiales, go, allons-y. Et surtout, quand on a rencontré les équipes Esker, il y a eu un vrai feeling. Il y a eu un vrai feeling sur le suivi, sur ce qu'on allait avoir comme support, et ça, c'était aussi rassurant pour nous. Et enfin, Catherine en parlait, mais l'ergonomie de l'outil. L'outil, il est super sympa, il est user-friendly, on savait que pour nos équipes, ça allait être facile, etc. Intégration dans SAP, on sait que notre ERP, il est robuste, on savait que c'était facilement pluggable et que ça allait être simple. Et enfin, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on en reparlera un peu plus tard sûrement, c'est toute la partie tableau de bord. Donc effectivement, l'outil est sympa, il est facile, mais en tant que manager, tu as des tableaux de bord, mais en tant que collaborateur, tu peux aussi suivre qu'est-ce qui se passe dans ton équipe. Et ça, pour moi, pour nous, c'était quelque chose d'important. Vous parlez des équipes, justement, qui a été impliqué dans cette mise en place de projet? C'était de façon assez large? C'était de façon assez large. Alors d'abord, il faut convaincre en interne. Donc on s'est appuyé sur un sponsor au niveau direction, comité de direction. On s'est bien sûr appuyé sur nos équipes et c'est compliqué d'intégrer 25 personnes dans l'équipe pour dire bon allez c'est parti et de fédérer autour de ça. On s'est appuyé sur 4 key users, donc de part et d'autre dans les 2 équipes. Nous, en tant que 2 managers, on était plutôt très embarqués et très dynamiques dans la chose, donc on était aussi des acteurs importants entre guillemets dans ce projet. Notre propre IT, informatique aussi, qui a été embarqué avec nous. Et enfin, bien sûr, on avait 2 consultants dédiés sur la partie Esker. Voilà. C'était une équipe restreinte, mais efficace, qui nous a permis d'avancer vite aussi. Voilà. Esker, justement, qui était embarqué dans cette aventure. En général, donc effectivement, on a un chef de projet qui va travailler avec des consultants dédiés à notre client. Et on a donc en général des comités de pilotage chaque semaine avec notre client et un steering committee qui là, lui, a lieu une fois par mois et qui permet de prendre les grandes décisions stratégiques avec, au-delà des key users, avec les principales parties prenantes du projet au niveau, on va dire, décisionnel. Est-ce qu'on peut parler également des différentes étapes du planning de déploiement de ce projet? Je peux le faire si vous le souhaitez. Du coup, ce qui est intéressant dans notre déploiement, c'est qu'il a été assez rapide. On a eu un kick-off du projet qui était au mois de septembre 2022. On a commencé... 2021, pardon. Je remets mes lunettes. Sinon, c'est très rapide. En septembre 2021. Et on a commencé à travailler sur la customisation en janvier 2022. Ouais. On avait un premier rendu. On a lancé pour Valrhona en mars 2022. Et ensuite, entre juin 2022 et mars 2023, tout récemment pour le Japon, on a déployé sur nos filiales et les maisons sœurs de FSP. Donc un déploiement assez rapide, en autonomie, et une fois qu'on est rodé, ça va beaucoup plus vite. On est tout de suite parti sur le côté international, puisque, encore une fois, comme on vous l'a dit, c'est vraiment assez multilingue, l'environnement. Donc, on a fait des supports en anglais pour pouvoir assez rapidement déployer. On a utilisé des petites vidéos qui sont disponibles sur le site d'Esker, qui sont mis à disposition par votre service de Customer Experience, ouais. qui sont plutôt efficaces et qui permettent de, assez rapidement, embarquer les gens et les former, en fait, avec ces petits outils vidéo. C'est comme ça que le projet s'est mené, du coup, sur une période assez courte. Il vous reste encore un peu de temps, bien évidemment, pour poser des questions via le chat. Profitez-en, on y répondra d'ici quelques minutes. Alors, analyse de besoins, mise en place du projet. L'étape d'après, c'est bien évidemment connaître les bénéfices. On a développé tous les aspects relatifs au déploiement du projet au sein de Valrhona. Si on revient sur le début de nos échanges, notamment sur vos objectifs initiaux pour faire un bilan, quels bénéfices en avez-vous retiré? Les bénéfices sont nombreux et je pense qu'on ne les voit encore pas tous. Mais forcément, le premier qui saute aux yeux, c'est la partie gain de temps. Voilà, gain de temps dans la saisie, etc., qu'on a déjà pu compenser du coup par de la proximité client.
L'autre indicateur important, c'est effectivement le nombre, la baisse du nombre de litiges, du coup, liés à l'erreur de saisie, parce qu'en tant qu'humain, quand on saisit, forcément, tu es amené à faire des erreurs. Voilà. Et l'autre grand bénéfice, mais on en a déjà parlé, c'était de pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des communautés services clients Valrhona et FSP cet outil. Et ça, c'était aussi quelque chose d'hyper important pour nous et qu'on soit tous alignés en termes de bénéfices et de cohérence au niveau des services clients autour de ce même projet. Voilà. Je crois qu'on a quelques témoignages, un espèce de vie au trottoir, voilà, de users. De vie au bureau. On découvre ça ensemble. Du coup, Alexandra, qu'est-ce que Esker a apporté dans ton quotidien ? Alors Esker m'a permis de gagner énormément de temps sur la saisie de commande. C'est vrai que Esker lit les bons de commande, récupère le numéro du compte client. On a juste une vérification à faire de façon à ce que les bonnes informations soient bien remontées. Et ensuite, après validation, il les transfère dans SAP. On ne s'en occupe plus. Et ça dégage énormément de temps pour travailler sur d'autres projets et d'autres besoins au niveau service client. Et a priori, ça nous permet, comme c'était indiqué derrière, de garder la pêche. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit que les collaborateurs, les utilisateurs sont contents d'utiliser l'outil. Et je pense que ça a été la plus grande satisfaction pour nous, parce que quand on a des ambassadeurs qui sont des utilisateurs, il n'y a rien de plus efficace en fait. Parce qu'eux réellement voient l'avantage dans l'utilisation de l'outil. Ça, c'était vraiment très positif. Et puis, le positif aussi, finalement, c'est la valeur qu'on apporte au métier. On retire une action qui, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas vraiment d'intérêt et en plus est à risque en termes d'erreur, pour pouvoir se reporter sur des actions beaucoup plus intéressantes au niveau de ce qu'on cherche, c'est-à-dire le client au centre de toutes nos préoccupations, réellement, pas juste sur la saisie. Collaborateur heureux, client heureux. Oui, ça c'est vrai. Oui, il y a un alignement en fait des attentions finalement, hein, parce que quand on prend, on nurture, on cocoon, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre client, eh bien le client nous le rend bien et finalement ça se ressent au niveau du collaborateur. Et au-delà des outils, finalement, on voit que un collaborateur qui trouve plus de sens dans son quotidien, qui est davantage orienté vers son client, donc interagit à un vrai rôle et ressent toute la valeur qu'il apporte à son client quand il voit qu'il est aligné avec ses demandes, qu'il l'accompagne dans son quotidien, dans sa croissance lui-même de son client, et bien finalement on a une meilleure vision de son rôle, on a plus d'engagement aussi, on travaille mieux, plus de confort de travail, on se sent mieux et finalement aujourd'hui on a quand même de nombreux métiers en tension et finalement le service client n'échappe pas à cette règle. Eh bien c'est important aussi dans cette démarche de rétention des talents et de trouver davantage de sens à ça. Voilà. Garder ses équipes. Absolument. Ouais. Il y a un vrai sujet autour de l'employabilité des collaborateurs et de l'attractivité de la mission et puis de la rétention aussi, éviter parce que le turnover coûte à l'entreprise. Hein, ça coûte une étape de formation, d'onboarding, de recherche, etc. Donc c'est très important de valoriser le travail au quotidien du collaborateur pour qu'il se sente bien et que finalement il le rende à son client. On a insisté sur les bénéfices chiffrés tangibles liés donc à l'utilisation de la solution de digitalisation des commandes clients. Au-delà de ces chiffres à court terme, est-ce que vous avez identifié d'autres bénéfices finalement extra-financiers? C'est ce dont on vient de parler, hein, la satisfaction du collaborateur. Ouais. Et peut-être un effet de bord aussi dont on n'a pas tellement parlé, c'est qu'on a accompagné aussi nos clients, je crois qu'on en parle un peu plus tard, mais on les a accompagnés à s'améliorer aussi dans leur traitement de la commande. C'est-à-dire peut-être de spécifier plus clairement une référence ou d'avoir un format qui soit plus facilement exploitable. Et ça, c'est un effet de bord qui est intéressant aussi parce que du coup, le client, on l'a accompagné dans l'amélioration des formats de commande. C'était un effet de bord non négligeable, un bénéfice, on va dire, partagé de la mise en place de l'outil.
Et puis voilà, la satisfaction in fine du client qui a une commande qui est traitée plus rapidement et sans erreur. C'est ce dont on parlait également. Hein. Voilà, je dirais ça. C'est le fameux écosystème vertueux. En fait, c'est au-delà de l'effet de bord. En fait, c'est un effet de bord positif, hein, puisque finalement, le client va tirer aussi bénéfice de l'utilisation et de la digitalisation des process, et il va s'esquiariser peut-être aussi. Pour reprendre, ce terme va rentrer dans la roue, finalement. Absolument. Quel KPI vous suivez finalement? KPI. Alors, si on raisonne au niveau Esker et ce qu'on a vu. Donc, nous suivons toute la partie taux d'apprentissage de la commande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que lorsqu'une fois que ce document est lu par l'outil Esker, c'est comment j'éduque les champs pour aller chercher les champs au bon endroit, etc. dans la saisie de commande. Et donc, on regarde ce qu'on appelle donc le taux d'apprentissage de commande. On regarde aussi le nombre de commandes qu'on a saisies grâce à l'outil en termes de pourcentage par rapport au nombre de commandes totales. Et un autre élément sur lequel on est attentif, c'est le nombre de commandes saisies par user. Parce que ça nous permet aussi de voir, tiens, il y a peut-être un user qui est peut-être en difficulté, qu'on n'a pas suffisamment formé, ou alors il n'a pas compris l'intérêt pour lui, il se croit plus rapide que la machine. Et donc, du coup, c'est des choses aussi qu'on regarde et pour lesquelles on prête attention. Voilà. C'est des KPI effectivement assez classiques. Oui. On retrouve également, peut-être dans les tableaux de bord, si vous les visualisez, on retrouve également la possibilité de suivre tout ce qui est SLA. Est-ce qu'on a bien répondu dans les temps? Parce qu'aujourd'hui, c'est un indicateur clé de la satisfaction du client et de la performance du service client. Ce qui est important, c'est d'être bien dans les clous, hein, de respecter ces SLA, surtout dans certains métiers, ils peuvent avoir des vrais impacts financiers donc pour l'entreprise. Donc ça, c'est des indicateurs aussi qui sont suivis avec beaucoup d'attention par le management des services clients. Et puis, comme tu le disais, Perrine, c'est important aussi de pouvoir avoir un pilotage par BU, par collaborateur, parce que pour identifier éventuellement les manquements ou les points sur lesquels il faut qu'on travaille et qu'on aide davantage le collaborateur pour qu'il tire tout le bénéfice de la solution, en fait. Donc le pilotage, c'est les dashboards du quotidien permettent aussi de rendre compte assez facilement finalement, parce que là on a une vue live, hein, le manager du service client chaque jour il suit ses KPI sur son dashboard, sur la plateforme, mais il a également la possibilité d'avoir assez facilement des extracts qu'il peut partager à son comité de direction, puisque c'est les KPI du service client sont suivis de près par les instances dirigeantes. Donc, c'est important d'avoir ça tout bien fait et tout prêt. Très bien. Il nous reste 5 minutes. Il va falloir qu'on accélère un peu le mouvement parce qu'il y a beaucoup de questions. Okay. Il reste 5 minutes pour en poser encore. Alors, c'est pas tout d'avoir bien évidemment un joli projet mis en place. Après, il faut aussi pouvoir le faire accepter. On va commencer par l'externe. Comment justement ce passage à la digitalisation a-t-il été accueilli en externe? Alors, j'aimerais juste parler en interne déjà de la difficulté d'accompagner le changement, parce que c'est pas toujours ça. Je voudrais juste préciser qu'en interne, l'accompagnement au changement est toujours très important et que la première réaction, comme le disait Perrine tout à l'heure, c'est de se dire « moi je peux aller plus vite, je suis super rapide, je vais aller plus vite ». Et donc il a fallu les convaincre, les personnes, que l'outil permettait vraiment d'être plus efficace et plus rapide. Ça a pris... Donc on va commencer par l'interne alors? Oui, donc, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. On commence par les équipes. Avec grand plaisir. Et l'externe viendra. Tous ces sourires, il faut que je cède à toutes vos... Non, alors donc en interne, bien évidemment les collaborateurs. Oui. Mais... la direction. Exactement. Alors la direction, ça a été assez simple de les convaincre, puisqu'on a fait un calcul assez rapide du bénéfice en temps qu'on pouvait obtenir. Perrine exprimait 100 000 commandes sur le direct, 8 000 sur l'indirect. On a fait un petit ratio. L'investissement a été assez facilement... ça n'a pas été trop compliqué pour nous de convaincre notre sponsor. Et du coup, oui, c'est parce qu'on pouvait en subodorer les bénéfices assez rapidement.
Et donc ce changement-là au niveau de la direction a été facile, d'autant plus que chez Valrhona, on cherche vraiment à rentrer dans la digitalisation par tous les axes possibles, et que cet axe-là est quand même un axe où on sait communément. Il y a du ROI. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà, Rapide. exactement. Du ROI rapide. Et du coup, sur la partie externe, Voilà. On y arrive. on y revient. Donc la partie externe, en fait, ce qui a été simple de convaincre les clients, on n'a pas spécialement communiqué sur nos clients pour qui tout roulait, pour lesquels on avait des order forms ou des prises de commandes plutôt simples et assez rapides, parce que c'était esquérisable rapidement, donc pas d'impact pour eux. En revanche, pour les clients pour lesquels on était peut-être dans une passation de commande un peu plus archaïque ou moins cadrée, on a dû travailler sur toute une pédagogie autour de l'order form pour travailler avec le client en disant voilà, on vient de se doter d'un nouvel outil qui va nous permettre de passer ta commande plus rapidement, de diminuer nos erreurs de saisie et donc de traiter plus rapidement ta commande et tu seras délivré plus rapidement. Ça a été vraiment une pédagogie autour de ça et je me souviens qu'on a travaillé notamment sur quelques clients à l'export en challengeant une de nos collaboratrices et du coup c'est passé très bien en termes de pédagogie et d'accompagnement et quelle satisfaction ensuite de voir ok, le client il utilise mon document, ok, facile, ça passe facilement. Donc voilà, la partie de travailler sur comment convaincre, en fait, au fond, elle était simple sur la communication et la pédagogie. Catherine, si vous vouliez rajouter Elle quelque était chose. simple parce que vous êtes très mature en fait. Vous êtes une organisation très mature. Vous avez vous suiviez déjà tous ces KPI, les taux d'erreur, le taux de moyen de traitement, etc. Et c'est vrai que c'est plus délicat lorsqu'on ouvre ce type de projet avec nos prospects. Il y a toujours un temps d'hésitation où tout le monde n'a pas accès à ces informations parce que c'est toujours délicat de parler du taux d'erreur, du fait qu'on n'est pas vraiment au SLA. Donc, il y a tout un travail de préparation du ROI, donc de recueil d'informations pour construire ce ROI et ensuite aller le vendre au comité de direction. Ouais. Donc, là-dessus, nos ingénieurs commerciaux travaillent beaucoup main dans la main avec nos prospects pour les aider à construire. Alors, on a des matrices de ROI toutes prêtes où on analyse le turnover aussi des équipes parce que ça a un impact bien sûr sur la vie du service client où on va rentrer les taux d'erreur, le temps moyen de traitement, etc. Mais tout ça prend un certain temps finalement, ce recueil d'informations prend un certain temps et ensuite, comme le disait Christine, finalement le ROI il est très facilement démontrable. Le tout, c'est de recueillir l'ensemble des informations qui constituent ce calcul de ROI. Mais effectivement, la digitalisation, c'est magique. Oui. Maintenant que vous avez un petit peu de recul, justement, quel conseil, ça c'est important pour ceux qui nous regardent, vous pourriez donner à une entreprise qui envisage de digitaliser ses process? Je dirais dans un premier temps de bien penser global, c'est-à-dire comme je vous l'avais dit, le projet, on ne s'est pas centré sur notre activité, mais on a tout de suite inclus les autres services clients. Je pense que ça c'est important d'ouvrir ses chakras sur tous les potentiels d'utilisation de l'outil pour optimiser tout simplement son utilisation et faire grandir également les autres filiales. C'était un peu notre état d'esprit au niveau du lancement. Je pense que c'est un bon conseil à avoir, ne pas simplement se fixer sur notre petit écosystème, mais voir ce qu'on peut faire de façon plus large. Et puis, je dirais, bien être entouré. On a eu la chance d'avoir au niveau de l'IT des personnes qui nous ont aussi apporté des connaissances et des compétences qui nous permettaient justement d'intégrer dans le futur des évolutions ou des changements potentiels. Donc ça, c'était très important. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est la communication. C'est clé. Pour tout, pour beaucoup de choses en fait, mais pour ce genre de projet également, en amont, en aval, pendant le projet, après le projet, communiquer sur pourquoi on le fait, communiquer sur les bénéfices qu'on attend, et puis après,
grâce aux indicateurs, par exemple, on peut communiquer sur le fait que oui, on a atteint ces objectifs. Ouais. On est au rendez-vous. Et donc, vous vous rendez compte que c'était la promesse a été tenue. Bien sûr. Ça, c'est impactant. Est-ce qu'il y a, juste en 2 mots, justement, sur les conseils à donner? Embarquer l'ensemble des équipes, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas faire un projet uniquement avec le manager du service client. C'est du haut en bas et transverse. La DSI jusqu'au commerce, finalement. Donc, oui, avoir une vue très globale du projet, hein, tu l'as souligné, mais pas que en termes de périmètre de lancement, mais aussi en termes de parties prenantes. Alors, juste avant de passer aux questions, si on se projette dans un futur proche, quelles sont les étapes à venir en termes de digitalisation pour Valrhona ? Alors du coup, chez Valrhona et FSP, on a la chance d'avoir un pôle informatique digital dédié en interne. Okay. Donc ça, c'est déjà une grande force. Ouais. Et si on reste customer-centrique sur nos petits clients, les 2 grands challenges à venir, c'est un outil un projet qui s'appelle P44, qui est un outil de tracking des commandes. En fait, c'est le fait de pouvoir permettre à tous nos clients B2B, B2C, français, européen, à l'export, d'être capable de suivre sa commande. Où est-ce qu'elle est? Elle est partie, elle est sur le bateau, quand est-ce qu'elle sera délivrée? Elle est sur le vélo aussi, puisqu'on développe des parties de livraison de manière verte, avec des livraisons en vélo sur Paris Intramuros d'ailleurs. Donc du coup, l'idée, c'est que le client puisse se connecter et voir où il en est. Est-ce que ça va répondre à sa demande en termes de date de livraison, etc. Donc ça, c'est... Attention, pour Paris, pour être livré à l'heure, il faut être en vélo. Sinon, là, c'est bon. On est bon là. Donc cette partie, ce projet P44. Et le deuxième grand projet autour du client qui s'adresse plus à nos clients à l'export, c'est un projet qui s'appelle E2Open, qui permet du coup de faciliter la détermination des codes douaniers pour nos clients à l'export. Et donc de leur faire bénéficier de frais de douane, d'une réduction des frais de douane et d'accords préférentiels au niveau export. Voilà. Parfait. Donc c'est les 2 grands thèmes du moment. Nous passons aux questions. The Voice, alias Hervé Richal, à la commande. Je crois qu'il y a beaucoup de questions. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, beaucoup de questions. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter. Pour démarrer, quelles sont concrètement les tâches sans valeur ajoutée qui ont été retirées? Les tâches sans valeur ajoutée retirées. En fait, lorsque vous réceptionnez une commande par mail, on va dire, concrètement, vous devez, en tant que service client, la ressaisir. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de se dire, quand je reçois ma commande, il faut que je la traite. Potentiellement, il faut que je cherche de quel code article on parle, de quel client je suis en train de parler, de quelle quantité. Peut-être que des fois, il va s'exprimer en kilogrammes de chocolat, parfois il peut s'exprimer en carton de chocolat. Et donc, ça demande une interprétation à l'humain et à nos équipes service client. Et donc, l'idée, c'est de retirer cet acte de saisie de commande, c'est-à-dire de rentrer avec ses petits doigts la commande dans le logiciel pour, du coup, s'en affranchir et, du coup, passer plus de temps sur ce qu'on a dit tout à l'heure dans la proximité client. Clairement, c'est vraiment l'acte de saisie de commande qu'on a souhaité retirer. Parce que l'acte de saisie de commande, quand on a jusqu'à 150 lignes, en fait, c'est très chronophage. Oui. Et encore une fois, à risque d'erreur. Oui. Donc, soulager les équipes de ça, c'est plutôt bénéfique. Parfait. Et très rapidement, parce qu'il y a plein de questions. Ça n'a pas de sens de ressaisir dans le RP quelque chose qui a été envoyé par email. Hervé. Quelles sont les solutions concrètes proposées par Esker en termes de digitalisation? Alors concrète, c'est très large. Comme je disais tout à l'heure. Vous avez 1h30 devant vous. Comme je disais tout à l'heure, Esker couvre l'ensemble des flux, à la fois gestion fournisseur et gestion client. Donc gestion fournisseur, on va parler du source to pay. Gestion du flux client, on va plutôt parler de l'order to cash. Donc là, effectivement, on parle vraiment que d'une petite brique du flux order to cash, hein, puisqu'on parle que de la commande, de la prise de commande. Tout à l'heure,
Perrine, tu élargissais le spectre parce qu'effectivement, dans notre suite Customer Service, on a la phase amont de la commande, hein, c'est-à-dire la demande du client. C'est quoi ça peut être une réclamation, ça peut être une demande où on est ma livraison, où on est mon shipping, ça peut être une confirmation de commande. Donc on a nos outils de digitalisation et d'automatisation vont permettre aussi, grâce à l'IA, hein, puisque Esker n'utilise pas l'IA que depuis qu'on parle de ChatGPT. Hein. Esker, comme je le soulignais, travaille sur l'IA depuis de nombreuses années et l'IA nous permet d'automatiser une grande partie de ces process. Alors concrètement, je vais vous donner un exemple. Je reçois un email d'un client, il va être automatiquement analysé. On va être capable de dire c'est tel client, tel numéro client. On va être capable de lire grâce à l'IA le contenu du mail. Il s'agit d'une demande où en est ma livraison. Il s'agit d'une commande qui veut nous passer et on est capable, sur la simple lecture de l'email grâce à l'IA, d'identifier il veut 5 kilos de chocolat noir provenance de Cuba. Ouais, on peut identifier l'humeur. On identifie l'humeur. Effectivement, grâce à ChatGPT, on a la capacité d'analyser le sentiment du email. Donc, on va dire, est-ce que ce sentiment est plutôt positif, est plutôt neutre ou plutôt négatif? Et du coup, ça va nous permettre de hiérarchiser et de prioriser le traitement de cette demande. Donc, bien en amont, on a beaucoup parlé du traitement de la commande, mais bien en amont du traitement de la commande, il y a toute la gestion de ces emails ou de ces fax, tous ces canaux qui entrent au service client et qui demandent un tri finalement par un humain et qui demandent d'ouvrir de l'email ou de prendre le fax, de rechercher le client. C'est beaucoup. C'est encore très utilisé. C'est fou. Au Japon, ils utilisent il y a énormément les fax. Voilà, il y a des continents. Aux États-Unis, ils utilisent également beaucoup le fax. Il y a des continents qui sont plus, ou plus avancés que d'autres, on va dire. Mais il y a un vrai l'IA est révolutionnaire. Laissez vos coordonnées, il y a encore beaucoup de questions. Bien évidemment, on les transmettra et vous y répondrez plus tard. Si vous les rencontrez également en contact avec nos invités, c'est sans aucun souci. C'est ma tournée, je vous offre une dernière question. Quels sont les gains réels en termes de niveau de service et des taux de transformation des ventes? Désolé. Alors, non, je réfléchis rapidement. En termes de taux de service, alors, on a déjà un taux de service côté Valrhona FSP qui est assez élevé, puisqu'on délivre aujourd'hui 98% de nos commandes de manière totale, et on a ce qu'on appelle un perfect order, c'est-à-dire le fait de délivrer sa commande du premier coup au temps souhaité par le client qui est assez élevé. Donc il n'y a pas spécialement d'impact là-dessus puisqu'on a toujours été rapide en termes d'exécution sur cette partie-là. Donc il n'y a pas de gain particulier en tout cas sur ce thème-là. Et j'ai mangé la deuxième partie de la question, c'était sur le taux de service et... Le taux de transformation des ventes. Le taux de transformation des ventes, bien du coup, l'impact est aussi, pour moi, il est identique, il n'a pas évolué, c'est-à-dire qu'on adresse la commande, que ça soit par téléphone, par écrit, en ressaisie ou alors grâce à Esker. Effectivement, c'est peut-être plus simple de relire et de faire un peu de cross-selling et que ça soit plus simple en termes de gestion, mais il n'y a pas d'impact, en tout cas, au moment où on parle, 1 an et demi après. Il n'y a pas d'impact majeur qu'on a pu développer sur cette partie-là. Les bénéfices principaux ne sont pas spécialement là-dessus. Oui, mais les bénéfices dont on peut parler, c'est ceux de gagner en efficacité, c'est-à-dire pouvoir traiter plus de commandes, intégrer plus de lignes de commandes avec le même nombre de personnes. Par rapport à cette... Et un taux de service pas dégradé, du coup. Voilà, même taux de service, plus de lignes de commandes et avec un nombre de TP qui n'a pas bougé. Évolué, Donc c'est ça le bénéfice réel, in fine, c'est d'absorber la croissance avec le même nombre de personnes pour pouvoir, et puis de gagner en relation client. Bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup à cette Dream Team très in, justement, Christine, Perrine, Catherine. Merci aux équipes Esker, Valrhona, Agora Media
et Agora des directeurs de l'expérience client. Le replay sera bien évidemment disponible sur ANews Expérience Client. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui nous ont suivis en live depuis le Lab Agora juste au-dessus, eh bien, on se retrouve tout de suite pour continuer d'échanger sur le sujet. À tout de suite.